Alors, bonjour à tous, bienvenue dans la première édition d'entretien réalisé par des étudiants de la filière sciences politiques de l'Université des Antilles dans le cadre des activités du CAGI, le Centre d'analyse géopolitique et internationale. Donc, pour cette série d'entretiens, nous avons choisi de mettre en avant des chercheuses et chercheurs portant un regard critique sur les rapports sociaux de domination, notamment de genre, de race, de classe, et sur la postcolonialité du pouvoir afin d'élargir les réflexions autour de ces objets de recherche. Donc, nous sommes Camille et Ingrid et aujourd'hui, nous recevons Joao Gabriel. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous, bonjour Joao. Pour ce premier épisode, nous avons l'honneur de nous entretenir avec toi. Aujourd'hui, tu es guadeloupéen, doctorant en histoire à l'Université Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis et fondateur du blog de Joao, un espace de partage de réflexion pour nourrir l'action. Voilà. Entendu. Alors, Joao, peux-tu nous présenter ton parcours universitaire, professionnel et tes thématiques de recherche? Alors, merci d'abord pour l'invitation et je suis content d'échanger avec les étudiants et les étudiantes de l'Université des Antilles, en particulier du CAGI. Et pour revenir donc à la question, donc, comme tu disais, aujourd'hui, je suis en doctorat en histoire et je travaille sur la place de la prison dans les débats et les processus abolitionnistes de l'esclavage dans le contexte caribéen français, avec un focus sur la Guadeloupe. Et donc, c'est dans un cursus, tu mentionnais déjà, états-unien, voilà, qui dure 5 ans, contrairement aux 3 ans minimum de l'université française. Donc, c'est un format un petit peu différent. Et avant ça, j'avais fait licence et master d'histoire en région parisienne et aussi un master de sociologie. Et c'est dans le master de sociologie que j'ai abordé des problématiques un petit peu plus différentes qui étaient celles liées au genre, donc les rapports sociaux de sexe, la construction dans les sociétés des positions d'hommes et de femmes d'un point de vue économique, politique, mais aussi culturel. Et donc voilà, avant de reprendre mes études, parce qu'il y a eu un moment entre mes 2 masters d'histoire et de sociaux, j'ai eu plusieurs années où j'ai travaillé dans quelque chose qui n'avait pas grand-chose à voir avec la recherche. C'était dans la communication de messages de prévention contre le VIH. Donc, l'angle qui me servait par rapport à mes études, c'était l'angle genre. Donc, voilà comment produire des messages de prévention à destination des pubs masculins. Et ensuite, j'ai repris mes études d'histoire et voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et concernant ton choix de mener ton doctorat à Baltimore, peux-tu nous en dire plus? Alors, disons que le choix s'est moins porté sur Baltimore en particulier ou les États-Unis en général que sur le refus de continuer en France. Et alors, pour plusieurs raisons, comme ce que j'identifiais à l'époque comme une forme de conservatisme et d'attaques qui, pour le coup, se sont intensifiées dans le temps contre les recherches sur les questions raciales postcoloniales, malgré des personnes qui en fait, auraient pu suivre mes travaux. Mais j'avais plus vraiment envie de rester en France. Donc, c'est vraiment des dynamiques politiques liées à la France qui m'ont donné envie de partir. Donc voilà, c'était pas parce que c'était les États-Unis, mais c'est parce que je ne voulais plus la France et j'ai regardé un peu ce qui pourrait se faire du côté de la Suisse et des États-Unis, parce que je savais que c'était des contextes où les conditions de la recherche, quand on est doctorant et qu'on n'a pas forcément, on va dire une forme de, comment dire, un background, on va dire de richesse générationnelle en termes d'argent qui pourrait soutenir le travail de thèse. Donc, je voulais des endroits où les conditions de thèse pour les doctorants pouvaient être, en gros, si tu es admis, tu es financé et dans des conditions qui sont bonnes. Donc, la Suisse m'apparaissait un bon plan, les États-Unis aussi. Et quand la question de la Guadeloupe s'est posée pour moi, c'est des raisons qui, pour le coup, ne sont pas politiques, mais qui sont vraiment personnelles, qui faisait qu'à l'époque, j'envisageais pas de rentrer faire mes études en Guadeloupe. Et c'est un point qui est important d'ailleurs parce que, notamment quand les personnes s'interrogent sur est-ce que je poursuis après le master ou pas, c'est-à-dire que le doctorat, c'est une entreprise qui n'est pas qu'intellectuelle, c'est aussi les conditions de sa vie sont importantes. Et donc, se demander, il y a la question des ressources économiques, mais aussi il y a la question des ressources, on peut dire, humaines. Voilà, dans quelles conditions ça va être possible de mener un travail sans qu'il y ait trop de biais négatifs
autant sur le plan économique que sur le plan personnel. Et j'avais vraiment besoin d'un tiers-lieu, c'est-à-dire ni la France ni la Guadeloupe. Et quand les dossiers se sont présentés, les délais des dossiers se sont présentés, aux États-Unis, les dates étaient avant celles de la Suisse. Donc, quand j'ai été pris aux États-Unis, je n'ai pas tenté en Suisse, mais si je n'avais pas été pris aux États-Unis, j'aurais tenté en Suisse. Et aussi peut-être après, si ça n'avait pas marché en Suisse, en Angleterre. Donc voilà, les États-Unis représentent une sorte de troisième lieu qui n'est pas du tout neutre en soi, mais qui, dans mon rapport personnel à la Guadeloupe et à la France, est neutre, entre guillemets. Et le dernier mot, c'est que ce choix, et c'est intéressant pour les étudiants qui veulent poursuivre dans la recherche après le master, de se poser la question déjà du marché du travail, et, parce que c'est un peu ce que mes profs me disent, c'est que je risque, c'est pas obligatoirement fermé comme ça, mais je risque d'être plus orienté vers un marché du travail anglophone. Donc, par exemple, lorsqu'on pense à la question du retour dans la Caraïbe, il faut être ouvert à ce que ce ne soit pas la Guadeloupe ou la Martinique ou la Guyane, que ça puisse être que ça puisse être Barbade ou Saint-Thomas ou la Jamaïque, etc. Donc voilà, la question de où est-ce qu'on va travailler après, le type de thèse dans lequel, quelle que soit la discipline d'ailleurs, hein, mais la langue dans laquelle on fait la thèse, le type de débat académique dans lequel on s'insère, ça peut faire que certains marchés du travail sont plus ouverts que d'autres et d'autres plus fermés que d'autres. Donc, même si les jeux restent ouverts, c'est quand même quelque chose à penser quand on choisit son orientation après le master. Ok, merci beaucoup. Très bien, merci. Alors, tu évoques le fait de penser l'histoire en dehors de ces logiques de centre. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion de centre, sur l'intérêt de contester, de déconstruire cette notion de centre et selon toi, comment procéder? Alors, disons que on peut donner plusieurs définitions au mot centre. Donc, déjà, l'idée de centre, elle inclut l'idée de périphérie ou de marge. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre s'il n'y a pas de périphérie ou de marge. Donc, on est déjà dans un rapport hiérarchique et, comme mentionnait l'introduction de Camille, ce sont des rapports sociaux de domination. Donc, le centre indique un rapport de domination où le centre est celui qui concentre différentes formes de pouvoir. Et donc, sur les différentes définitions de centre, le centre peut être géographique, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on appelle grosso modo les pays européens et nord-américains, aussi appelés occidentaux, par rapport au reste du monde, et notamment des espaces comme la Caraïbe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, voilà, des espaces dominés. Donc, il y a une dimension géographique. Par exemple, être aux États-Unis, c'est être dans un centre de la production. Pour le coup, c'est le centre hégémonique, c'est-à-dire c'est le pays qui, du point de vue politique, du point de vue économique, a le plus de poids pour imposer ses volontés aux autres dans le concert des nations, on va dire, et ça a des impacts sur des dimensions internes au pays, c'est-à-dire comment la pensée se construit et comment elle circule. C'est-à-dire que, exemple tout bête, les Afro-Américains sont dominés, donc ils font partie des marges de ce centre, mais ce n'est pas pour rien qu'on connaît l'histoire des Noirs à travers le prisme des Afro-Américains, plus que par exemple d'autres endroits où les Afro-descendants aussi ont lutté, mais on connaît moins leurs histoires parce qu'en fait, ils ne sont pas aux États-Unis. Donc voilà, donc, le centre est géographique, mais le centre est aussi social, c'est-à-dire que, et du coup, on reste sur le parallèle afro-américain, c'est-à-dire que dans un même espace dominant ou dominé, pour reprendre schématiquement tout ça, la complexité arrive dans le sens où, aux États-Unis, en France, au Canada, en Angleterre, il n'y a pas que des classes bourgeoises, par exemple. Il y a des groupes sociaux qui sont appelés en sociologie classe populaire, dans le langage marxiste, ils diront plutôt prolétaire, etc. Pas exactement pareil, mais c'est les langages qui sont utilisés en fonction des traditions. Et voilà, ça fait que, par exemple, oui, les États-Unis, c'est un centre. Oui, la France, c'est un centre. Mais lorsqu'on est, par exemple, un enfant d'immigrés maghrébins ou subsahariens en France, eh bien, on a, par exemple, 8 à 6 fois plus de risques de se faire contrôler par la police et donc de subir des violences policières et de mourir. Donc là, ce sont les marges dans le centre. Et donc, pourquoi c'est important d'avoir deux définitions du centre? C'est pour comprendre que le centre géographique, le Nord, les pays du Nord, les pays occidentaux, ont dans leur sein des contestations. Mais à l'inverse aussi, ce qu'on appelle les Suds, les espaces dominés, la Caraïbe, etc., l'Afrique, mais il y a des classes bourgeoises aussi, peut-être minoritaires, évidemment, mais qui aussi fonctionnent selon des logiques de centre
et, comment dirais-je, elles sont reliées, en fait. C'est-à-dire que même dans les pays comme les nôtres, la Guadeloupe, ou d'autres endroits de la Caraïbe, ou des pays sud-américains ou africains, il y a des classes économiques et intellectuelles qui, en fait, sont plus parfois connectées au réseau de pouvoir des pays du Nord que des gens qui vivent au pays du Nord, mais qui vivent en tant que classe populaire. Donc, pourquoi c'est important de dire ça? Ça veut dire que ça arrive à la question de comment procéder pour défaire ces logiques de centre. C'est que ça veut dire que la critique ne peut pas être qu'une critique géographique. Elle doit aussi avoir une dimension sociale et une dimension de classe. Elle doit aussi avoir une dimension, on mentionnait tout à l'heure brièvement la question du genre, il y a aussi une dimension androcentrée du pouvoir, c'est-à-dire que qui est-ce qui est le plus souvent entendu, publié, considéré comme intellectuel. Alors, il y a des dynamiques qui changent du point de vue des pays occidentaux là-dessus. Il y a, avec des biais notamment à contester, à critiquer dans les contextes français et états-uniens, une mise en avant, par exemple, intéressée par exemple, de certains pouvoirs de femmes, de certains groupes dominés. C'est des questions que, par exemple, posent des intellectuels comme Leonora Meiano, etc., sur voilà, les nominations en particulier de femmes de l'immigration à des postes de pouvoir plutôt que des hommes de l'immigration. Donc, il y a des questions qui sont soulevées sur comment ça change un peu, mais traditionnellement, on va dire notre panthéon intellectuel, si on parle des afrodescendants, si on parle des indodescendants, c'est souvent des écrits d'hommes, etc. Donc, questionner certaines dimensions du centre, c'est aussi questionner l'androcentrisme. Et donc, toutes ces dimensions-là, elles obligent à penser les contradictions, c'est-à-dire les contradictions de toutes ces différentes positions. Par exemple, pour prendre un exemple très concret, moi, en étant aux États-Unis, j'espère par mon travail mener une critique de repenser en fait les dynamiques des rapports sociaux qui lient la France à la Guadeloupe à travers la question des prisons. Mais je le fais depuis un lieu qui, sur le plan des rapports d'hégémonie mondiaux, est encore, on pourrait dire, pire que la France. Donc, c'est-à-dire que je n'aurais pas pu mener une critique en France, mais je peux la mener dans un espace qui, concrètement, dans l'état des rapports de force, pose plus de problèmes que la France. Donc, ça veut dire que le travail que je vais produire, quelque part, il est pris dans cette contradiction-là, c'est-à-dire, notamment, par exemple, les gens qui me forment, ils ont une certaine radicalité dans la critique du colonialisme français. C'est très intéressant de lire les historiens américains sur la France, mais c'est depuis les États-Unis. Donc, ça veut dire que il faut se penser. Et pour finir là-dessus, une autre façon de penser la contradiction, c'est lorsque, par exemple, on est dans un pays, un espace dominé, mais que, donc en fait, voilà, les conditions de la recherche sont dominées, les conditions de l'accès au savoir sont dominées, mais qu'on défend une vision des classes bourgeoises de cet endroit. Donc, ça veut dire que même si on produit depuis un espace marginalisé, on peut produire depuis un espace marginalisé des idées qui renforcent le centre. Sans rentrer trop là-dedans, il y a des critiques, par exemple, fanoniennes de ce qu'il appelle la bourgeoisie comprador dans les pays du Sud. Il y a une dimension économique à ça, mais il y a aussi une dimension intellectuelle. Il y a des intellectuels qui réfléchissent à comment, dans les pays dominés, en fait, la manière dont les intellectuels, avec des critiques très dures sur les intellectuels dits colonisés, qui montrent comment, par exemple, des fois, même si tu produis depuis un espace dominé, tu peux le produire à partir d'une position dominante dans cet espace qui, en fait, renforce des logiques coloniales. Donc, le centre, c'est toute cette complexité-là. Le mot que je pense qu'il faudrait retenir, c'est l'idée de la contradiction, et que cette contradiction-là, elle ne se gère pas de la même façon sur le plan intellectuel que sur le plan politique. C'est-à-dire que sur le plan intellectuel, on peut dérouler à l'infini toute la complexité, mais sur le plan politique, ça demande de trancher, et quand on va aborder les luttes, ça oblige de préciser un peu ce que ça veut dire, par exemple, lutter contre l'eurocentrisme dans la recherche ou sur les questions politiques ou culturelles, quoi. D'accord. Également, tu évoques le fait tu parles des confrontations sur l'histoire de l'esclavage. Tu dis qu'elles n'ont pas à voir avec le passé, comme on l'entend souvent, mais illustrent des conflits qui s'énoncent au présent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, disons, un exemple le plus évident de, on va dire, l'actualité de la question de l'esclavage, c'est par exemple le débat sur les réparations. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est lié, qui est une question d'actualité politique, plus ou moins forte en fonction des contextes caribéens. Et en tout cas, c'est une question qui est posée et qui est un témoignage, une illustration de l'actualité de la question de l'esclavage, voilà, donc pour aujourd'hui.
Un exemple récent, la première ministre de Barbade, qui était au Ghana, Mia Mottley, qui était au Ghana pour, je crois que c'était le 65e anniversaire de l'indépendance, et qui a mentionné la question des réparations à adresser aux anciennes puissances coloniales et notamment esclavagistes européennes. Aussi la visite des héritiers de la couronne britannique en Jamaïque récemment a aussi été l'occasion d'une exacerbation peut-être du débat sur les réparations depuis la Jamaïque. Donc voilà, et nous aussi, on a en Guadeloupe et en Martinique des acteurs qui luttent sur la question, en tout cas qui posent la question des réparations. Donc ça, c'est un exemple du fait que quand on parle d'esclavage, on parle aussi de lutte du présent sur comment ce passé devrait être réparé. Mais au-delà de cette question très spécifique des réparations, disons que la mémoire de l'esclavage, la référence à ce passé-là, elle se greffe sur des inégalités du présent aussi, comme par exemple toute l'actualité de ce qui est appelé, on va dire, la lutte des classes, les conflits sociaux, avec des grèves et où, même si elles ne sont pas, les rapports sociaux de la Guadeloupe ne sont pas ceux d'aujourd'hui ne se réduisent pas mécaniquement à la question de l'esclavage, mais dans le langage de ceux qui luttent, il y a la référence à, alors soit c'est les ancêtres d'un côté, ou soit c'est les puissances exploitantes de l'autre. Donc, disons qu'il y a une dimension mobilisatrice de la mémoire de l'esclavage pour traduire les luttes de maintenant. Donc, c'est aussi dans ce sens que c'est actuel, c'est que la mémoire de l'esclavage sert à dire des choses, et c'est lié à notre contexte post-esclavagiste, mais dans d'autres contextes, par exemple, non post-esclavagistes, mais où la lutte des classes existe aussi, comme j'ai presque envie de dire partout, mais bon, voilà. Les gens vont se référer à autre chose. Par exemple, l'héritage révolutionnaire français peut être parfois mobilisé en France hexagonale par des personnes qui luttent, même si c'est un héritage qui parfois est difficile à manier pour eux. Et l'héritage révolutionnaire russe aussi. Donc, nous, par exemple, dans nos pays, dans nos contextes, ce qui va prévaloir comme manière de nommer l'inégalité, ça va être la référence à ça. Donc, c'est aussi dans ce sens-là. Et on peut, par exemple, il y a des historiens, justement des historiens antillais, comme Jean-Pierre Sainton, qui dans Construire, un chapitre qu'il a écrit dans le livre qui s'appelle Construire l'histoire antillaise, je crois que le titre c'était À quoi sert l'histoire antillaise, il montre comment il y a une demande sociale d'histoire. Et en fait, on peut dire dans un certain sens que la demande sociale d'histoire, c'est comment vivre avec son présent et aussi imaginer son futur. Donc, il y a vraiment, c'était cette phrase-là, je l'ai dite, c'était vraiment dans le but qu'on ne se contente pas du discours qui dit mais c'est le passé, il faut laisser ça de côté, parce qu'en fait non, le passé c'est quelque chose qui irrigue ta façon de penser ton avenir, et du coup c'est pas du tout réactionnaire en fait de parler d'esclavage, ni suranné, dépassé, etc. Ça dit des choses de maintenant. Et donc aussi des réflexions de quelqu'un d'autre, notre historien guadeloupéen comme Oruno Delara, si ça intéresse des étudiants de chercher. Donc voilà, cette thématique-là, elle dit le combat plus large contre l'exploitation. Et donc, le mot de la fin là-dessus, c'est que les confrontations sur l'histoire, elles illustrent en fait les conflits entre différents rapports sociaux, dans le sens où les différents lieux de production de l'histoire, donc de côté l'université, l'histoire professionnelle, et de l'autre les histoires aussi appelées mémoires, qui sont faites dans des mouvements culturels, dans des associations, ça reflète les différentes narrations sur l'histoire. Donc aussi, la production même de l'histoire, elle est un reflet de différents groupes qui comment dire, qui sont antagonistes parfois sur quel est le sens de 1802 en Guadeloupe. Ce n'est pas exactement la même chose si on demande ça à un militant syndicaliste ou à un historien, par exemple. Et entre historiens, bien sûr, il y a aussi des débats. Donc voilà, on revient à l'idée de rapports sociaux. Les différentes narrations sur l'histoire, elles expriment ça. Et il faut penser, je pense, les différents lieux de production de ces récits sur l'histoire en donnant à chacun sa logique propre, c'est-à-dire sans les relativiser, sans dire que tout est pareil, mais c'est leur donner leur légitimité propre, c'est-à-dire le discours, par exemple un mouvement culturel qui va pour le masse s'habiller d'une certaine façon pour dire une histoire, c'est une fonction particulière du discours sur l'histoire qui n'est pas la même que par exemple le travail de recherche d'un historien professionnel.
Voilà. Très bien, merci. Alors justement, tu mets en exergue le fait que ce qui changera nos rapports avec la France, bien plus que la connaissance de l'histoire, même si c'est important, c'est l'articulation des luttes économiques, politiques, culturelles. Alors, qu'entends-tu par l'articulation de ces luttes? Alors, disons que pour répondre à ce point-là, bah, disons le premier point, avant la question de l'articulation, mais qui y répond, c'est l'idée que, en fait, l'histoire est importante, mais que les problèmes tels que le racisme et les inégalités sociales ne sont pas le produit d'une ignorance de l'histoire, comme on peut l'entendre. Ce sont les résultats de, encore une fois, de rapports sociaux. Et que la connaissance de l'histoire n'a pas un caractère magique ou qui défait, c'est-à-dire qu'une fois que certains récits, certains pans de nos histoires sont mieux connus, les rapports sociaux se défont. Et je trouve que c'est important de le dire parce qu'on est quand on est antilo-guyanais, on est dans un espace où, à cause du coup des marginalisations, du coup périphérie, marge dont on parlait au début, quand on pense aux problèmes de nos pays, quand on pense aux problèmes qu'affrontent les communautés afro ou indo-descendantes dans nos pays, mais même dans les diasporas, par exemple en France, lorsqu'elles y vivent, on entend souvent que si on connaissait notre histoire, on ne serait pas dans cette situation subalterne. Et je pense qu'il faut faire attention à cette idée parce que c'est vrai que ce n'est pas faux qu'il y a des choses, des pans de notre histoire qu'on ne connaît pas ou mal, pour plein de raisons qui ne sont pas tellement seulement liées à la recherche, mais qui sont liées à des fois la déconnexion entre la recherche et l'enseignement primaire, etc. Parce qu'il y a des travaux de recherche sur beaucoup de questions qui en fait intéresseraient beaucoup de gens, mais qui malheureusement sont surtout dans la recherche. Et du coup, ce sera bien de parler des initiatives de gens qui essaient de sortir certaines questions du monde académique. Donc, c'est vrai que ce n'est pas faux qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît mal. Le problème, c'est que s'il faut prendre un exemple provocateur, on ne connaît peut-être pas assez notre histoire en Guadeloupe, mais les Américains aussi ne connaissent pas leurs histoires. Pourtant, leur pays domine le monde. Donc, c'est parce que ce n'est pas la connaissance de l'histoire qui permet à un peuple, et en particulier la classe dominante de ce peuple, à travers un État, d'imposer sa loi au monde et d'imposer ses désirata économiques, etc. Donc, ça veut dire que la condition subalterne, elle ne résulte pas mécaniquement du fait qu'on ne connaisse pas l'histoire. Ça ne veut pas dire que la connaissance de l'histoire ne peut pas être une arme dans un combat, mais c'est une des armes du combat et que souvent elle est pensée comme une fin en soi. Et je me dis que c'est peut-être un piège qui renvoie à une façon aussi de penser la lutte. On entend aussi beaucoup dire que les chaînes sont dans nos têtes et que, en gros, il faut se libérer mentalement. Je comprends le raisonnement qui amène à ça, mais il y a quelque chose qui est un peu dangereux dans le sens où parfois ça fait oublier certains enjeux de lutte qui sont dans le dur. Et là, on rentre dans la question de l'articulation, c'est que par exemple, si on prend le pan politique, une des questions qui se pose à la Guadeloupe, c'est la question du statut. Donc, allons-nous rester dans ce même statut? Et des fois, je me dis, dans des milieux qui sont politisés, etc., on aura moins tendance à discuter la variabilité des statuts qui existent dans le cadre de la Constitution française ou penser un en dehors de la Constitution française que de, par exemple, s'énerver sur le fait qu'on ne connaît pas tous les noms de nègres marrons, etc., etc. Et je me dis, et il y a une importance, et on va y venir sur la question de l'héroïsation, mais ça pose aussi question de se dire sur quoi on se concentre. Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur certaines dimensions de la connaissance et il y a d'autres qui, par exemple, l'octroi de mer, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui, voilà, une connaissance qui est disponible? Moi, je me dis, ben, je veux bien qu'on dise qu'on ne connaisse pas notre histoire, mais aussi dans certaines dimensions de notre présent, des choses très liées au statut politique, mais en fait, on ne les connaît pas non plus. Et que peut-être que plus immédiatement, c'est la non-connaissance et la non-maîtrise de ça qui pose plus problème que le fait de ne pas savoir tous les détails de 1802, par exemple. La dimension économique, c'est celle qui renvoie, on parlait déjà des grèves, comment est-ce qu'on pense, si on pense la question de changer le statut ou de sortir même d'une relation à la France qui est une relation d'appartenance, etc., ou même d'association, quel genre de modèle économique on veut, en sachant que dans un espace dominé comme la Caraïbe, ce n'est pas nous qui faisons la loi. Il y a des institutions internationales qui imposent des manières de fonctionner, et voilà.
la dimension culturelle, avec ce qui se passe en Guadeloupe aujourd'hui avec le CAC, donc le collectif Artistes Résistance au Centre des Arts qui a repris vie. J'aime bien la phrase de Dominique Coco qui dit « Soleil sans critique a brûlé l'esprit ». Donc ça, c'est un truc où on dit, en fait, comment est-ce que ça rejoint des analyses d'ailleurs de Fanon sur, et peut-être un peu plus loin de nous, Amilcar Cabral, sur les liens entre lutte de libération et culture. Donc c'est pour dire que tout le monde ne peut pas être dans tous ces points que j'ai dit, par exemple, travailler sur le statut, travailler sur la question du modèle économique, travailler sur le culturel. Mais par contre, il faut que toutes ces luttes-là, comment dire, il faut qu'elles aient vie et qu'en fait, elles soient pensées en relation aux autres, même si tout le monde ne peut pas être là-dedans. Et la dimension sociale, par exemple, c'est un peu ce qu'on mentionnait, les articulations, quand on parle de ça, c'est par exemple, du coup, la question des relations de genre, les inégalités de genre. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où j'écrivais cette phrase-là, je pense que j'avais en arrière-plan certaines des fictions des milieux politiques dans lesquels j'étais en France, où, par exemple, il y a l'idée qu'on décolonise d'abord et ensuite on règle la question des femmes ensuite. Ça, c'est une fiction qui a longtemps été entretenue par certains milieux communistes, par certains milieux panafricanistes, mais avec des critiques internes. Par exemple, Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça. Par exemple, sur sa vision de la libération, c'est qu'il faut le combat, il faut une concomitance de la pensée de la libération du pays et de la libération de la question des femmes. C'est-à-dire que si on dit on met la question après, en fait, la révolution elle-même se saborde. Il était dans un contexte révolutionnaire, nous on est dans un autre contexte, mais la question se pose quand même. Voilà. Donc, même si tout le monde qui est sur le statut ne va pas être sur la question des femmes, il y a quand même l'idée qu'il faut que des gens soient sur cette question des inégalités de genre et des conditions aussi des hommes des classes dominées, parce qu'il y a la question du masculin prolétaire se pose aussi. Et notamment en Guadeloupe, comme dans plein d'autres pays, les prisons sont remplies d'hommes. Et donc, ça pose question. C'est des hommes à peu près des mêmes milieux sociaux. Voilà, donc en Guadeloupe, on dit souvent jeunes désœuvrés quand la presse en parle. Mais, donc, ça pose aussi question sur certains types de masculinité qui se retrouvent dans des contextes de précarité sociale et où la prison est parfois pire, la mort. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, elles se posent. Et par exemple, c'est pas... même si tout le monde n'est pas sur le genre, mais on ne peut pas penser le changement de statut sans penser comment les gens qui vivent dans le statut vont organiser leur société. Donc l'articulation, c'est tout ça. Et ça se pense sur le plan théorique peut-être de manière générale, mais dans la pratique, en fait, c'est différents fronts. On peut être, c'est comme si on pense en équipe et chacun est sur un front différent. Ok. Du coup, à travers tout ce que tu viens de nous expliquer, il semble que tu envisages ton rôle de chercheur vraiment avec beaucoup de profondeur. Et on aurait aimé savoir quel sens tu donnes à ton engagement en tant que chercheur et quel message tu aurais souhaité laisser aux nouvelles générations de chercheurs et chercheuses en histoire, sciences sociales, sciences politiques. Alors, disons que c'est sûr que moi, ce qu'on peut appeler mon militantisme, ça a pris naissance en France. C'est-à-dire que quand j'étais en Guadeloupe, j'ai jamais rejoint d'association. Je suis partie 2 ans après le bac. Et c'est en France que, via les milieux étudiants, j'en suis découvert des milieux antiracistes, des milieux de gauche syndicale, des milieux féministes, etc. Et donc, c'est sûr que ça a influencé la manière de penser le fait de faire des études. Ça, c'est indéniable, mais en même temps, c'est vrai que ça ne s'y réduit pas. Donc, c'est lié, mais ça ne s'y réduit pas. Et c'est vrai que le rôle on va dire le rôle de l'intellectuel ou du chercheur dans la cité, c'est quelque chose sur lequel j'aime beaucoup lire des gens qui écrivent là-dessus, Michel Rolf-Trouillot, Valentin Moudimbe, ce genre d'écrits que je trouve vraiment très intéressants sur voilà, comment est-ce qu'on pense. Il y a plein d'autres, mais moi, ça fait partie des lectures que j'aime bien. Et réfléchir au fait que, qu'on le veuille ou non, le chercheur, l'intellectuel, notamment le chercheur professionnel, donc c'est particulier, donc c'est-à-dire celui qui est lié aux institutions, qu'il le veuille ou non, il est quelque part défenseur ou contestateur de l'ordre en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'indifférence à la question de la manière dont la société fonctionne. Il peut y avoir une forme un rôle passif, c'est-à-dire s'il ne se mêle pas nécessairement des questions politiques de sa société, mais quelque part, on peut toujours voir comment la passivité participe à maintenir un ordre en place. Donc, directement ou indirectement, l'intellectuel est toujours engagé dans le monde qui l'entoure. Et ça, c'est des questions qui ont été traitées depuis longtemps, mais on va dire que chaque génération, on est amené à se les reposer avec nos nouveaux enjeux et parfois nos nouveaux termes, mais c'est quand même
la répétition de ce qui fait, en fait, de ce qui fait les réflexions sur que ce soit l'histoire, les sciences humaines, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose qui, je le dis en tant qu'étudiant, mais ça vient pas de nulle part. C'est aussi la vision des profs qui me forment et c'est aussi les traditions intellectuelles dans lesquelles eux-mêmes comment dire, ils se revendiquent. Donc, il y a un truc, moi, qui m'intéresse quand on réfléchit au rôle de chercheur, c'est par exemple penser les conditions d'existence de la parole savante dans le débat public. C'est-à-dire à quel moment le chercheur est invité à quitter l'université pour éclairer sur des questions. Et en France, par exemple, malheureusement, il y a une mise en concurrence par des discours des représentants de l'État, notamment la ministre de l'Enseignement supérieur, qui mettent en concurrence ce qu'ils appellent le militantisme et qu'ils appellent la recherche, avec une attaque pas seulement sur des gens qui sont officiellement militants, c'est-à-dire membres d'organisations, mais aussi sur des chercheurs qui, parce qu'ils travailleraient sur les questions raciales, en fait, ce seraient des militants comparés aux autres qui seraient neutres. Et ça, c'est très dangereux parce que ça donne l'impression, ça produit la fiction qu'il y a des recherches neutres et qu'il y a ceux qui sont militants. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est la disqualification de certaines questions, notamment les questions postcoloniales, décoloniales, et dans une moindre mesure, j'ai envie de dire, mais peut-être je me trompe, questions de genre et féministes. Et la disqualification de ces objets-là, elle renvoie aux dynamiques et aux luttes qui ont cours en France. C'est-à-dire en France, il y a toujours eu un mouvement de lutte de l'immigration, un mouvement antiraciste et aussi un mouvement anticolonial pour nos pays, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi l'Algérie, qui avait aussi ses bases en France. Et en fait, en fonction des époques, ce mouvement-là, il prend d'autres formes. Et la nouvelle forme que prend ce mouvement-là en France aujourd'hui, c'est avec les concepts de décolonialité, d'intersectionnalité, etc. Et la nouvelle offensive contre, on va dire, ce pan de ce renouveau de la dynamique antiraciste, c'est de dire que ces questions-là, en fait, elles détruisent la science. Elles arrivent dans l'université pour détruire la science et que c'est plus des recherches, c'est plus scientifique, etc. Et c'est dangereux parce que d'un côté, effectivement, on peut défendre l'idée de méthode, pas tellement d'objectivité, mais de méthode, c'est-à-dire de dire que, en fait, faire de la sociologie, faire de l'histoire, même s'il y a différentes méthodes qui ne s'entendent pas toujours, mais il y a quand même un devoir de méthode, c'est un travail, c'est un exercice, et même quand ce n'est pas un travail, même quand c'est fait en dehors, c'est aussi un exercice avec une méthode. Mais en même temps, c'est aussi dangereux de laisser penser que certains objets de recherche, par exemple, des objets de recherche qui sont beaucoup travaillés, tiens donc dans des espaces dominés comme la Guadeloupe, la Martinique, où on pense du fait de nos positions, on travaille beaucoup sur les questions raciales, postcoloniales, etc., mais de penser que ces objets-là, par essence, eh bien, ils disqualifient la science, etc., etc. Donc ça, c'est dangereux. Et le rôle de l'intellectuel en France, je trouve il a été amené encore plus récemment à être repensé par rapport à toutes ces polémiques qui, en fait, sont des polémiques politique. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on dit que la recherche est politisée par les gens qui travaillent sur les questions raciales. En même temps, les gens qui leur répondent, ils ne leur répondaient pas dans des colloques nécessairement, ils leur répondaient sur France Inter, dans Le Monde, etc. Donc, il y a vraiment une dimension politique de ce débat sur quel est le rôle du chercheur. Donc, moi, un des trucs que j'ai envie de dire, c'est il faut prendre garde, en tout cas, nous, étudiants, si on s'imagine poursuivre là-dedans, c'est-à-dire des fois on fait une thèse mais on ne veut pas continuer dans la recherche, mais si on s'imagine poursuivre là-dedans, je pense qu'il faut avoir conscience que la parole d'autorité que donne l'institution demande de savoir comment on intervient dans le débat public. Par exemple, lorsqu'il y a des militants qui défendent pour donner un exemple concret, des militants qui défendent une cause, mais qui défendent une cause en faisant des erreurs factuelles. Ben moi, je me dis, ma manière d'intervenir dans le débat, si je dois intervenir, ce sera peut-être de revenir sur l'erreur factuelle, mais aussi de revenir sur les omissions du pouvoir sur le sujet qu'il traite. Un truc tout bête, par exemple, oui, des fois quand les militants parlent de l'indemnisation, les militants antillais, je parle particulièrement, ils parlent de la question de l'indemnisation après l'abolition de l'esclavage, il y a une confusion en pensant que c'est en 1848. C'est pas en 1848, c'est en 1849. Et ça change beaucoup de choses, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est plus exactement les mêmes gens qui ont fait le décret. Et du coup, il y a une pente réactionnaire, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes gens. Et donc, cette erreur factuelle, elle a des conséquences sur comprendre comment l'indemnité a été faite. Mais je me dis, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le rôle du chercheur, quand il pense à sa position, c'est de certes recalibrer l'erreur factuelle des militants en disant c'est pas 1848, c'est 1849, et ça a des conséquences de dire ça, mais en même temps de dire
Mais il y a d'autres manières de se tromper. C'est pas seulement de faire des erreurs factuelles, c'est aussi tout ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire, pourquoi, parmi la façon dont on apprend l'abolition de l'esclavage, pourquoi la question de l'indemnisation, ce n'est pas une question qui est plus traitée que ça. Et peut-être qu'il n'y aurait pas des erreurs factuelles, peut-être qu'il n'y aurait pas eu des manières dont elle ferait irruption dans le débat public de cette façon-là, si elle était un peu plus connue au-delà de la recherche. Donc voilà, il y a plein de manières que le chercheur peut intervenir pour faire, pour le dire brutalement, autre chose que corriger les militants, surtout si on pense à des questions comme celle qui m'intéresse, la prison. On parle de populations qui, quel que soit ce qu'elles ont commis, appartiennent aux classes dominées. Donc, intervenir sur ce sujet-là demande d'avoir conscience des rapports de pouvoir là-dessus. Et mon dernier mot sur cette question et aussi, c'est un peu la question du message à laisser, c'est de dire que, par exemple, dans nos pays, Guadeloupe, Martinique, il y a des personnes qui essaient, en fait, il y en a toujours eu, mais on va dire, parmi les plus jeunes que je connais, qui essayent, en fait, de donner une visibilité et une accessibilité de la recherche en dehors de l'université. Par exemple, il y a l'historien Maël Lavenir-Pinault avec son application RJVert. Donc, c'est vraiment une volonté de sortir la recherche de son entre-soi. Et donc, c'est une initiative à saluer. Et en Martinique, je pense par exemple à Oliwon l'Histoire. C'est une doctorante de l'Université des Antilles d'ailleurs. Et Maël aussi a été doctorant à l'Université des Antilles. Et il y enseigne maintenant. Et en Martinique, Oliwon l'Histoire, c'est avec Valéria Nedmont-Mariette, doctorante à l'Université des Antilles, qui propose une plateforme et des visites qui permettent justement, là encore, de rendre accessibles certaines dimensions de l'histoire coloniale, de l'histoire urbaine, de l'histoire musicale, en dehors de l'université. Donc voilà, ce qu'il faudrait dire, c'est ce sont des choses qui sont inspirantes. Et nous de voir si on veut continuer dans cette voie-là, comment est-ce qu'on pourra faire comment est-ce qu'on pourra apporter notre pierre pour réduire l'écart entre la société et l'université. D'accord. Merci, Joao. On avait quand même, même si ça pourrait être le mot de la fin, mais on a quand même envie de te poser une toute dernière question, justement sur la personnification des luttes, puisque tu exposes justement la personnification des luttes et le risque de détacher de la dynamique collective qui les a produits. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Merci. Alors, déjà, il faut que je dise que cette réflexion-là, elle m'est venue d'un collectif afrodescendant qui s'appelle Case Rebelle et qui, en fait, a fait une critique de l'héroïsation autant dans les luttes antiracistes telles qu'elles existent que dans la mémoire de nos luttes et de nos histoires afrodescendantes. Et l'idée, c'est de partir, alors là maintenant je redis un peu à partir de ce qu'elles ont écrit aussi de mes mots, l'idée c'est de partir de la blessure de peuples qui sont marginalisés comme les nôtres dans les grands récits de l'histoire. Et donc nous, un des grands récits de l'histoire, c'est de nous dire que la France nous a libérés, c'est la République en particulier, nous a libérés de la bonne France républicaine, nous a libérés de la mauvaise France monarchique, etc. Et donc avec l'effacement pendant longtemps, c'est plus tellement le cas, mais pendant longtemps, de la part des personnes esclavisées dans la remise en question de l'esclavage. Donc, contre ces grands récits dominants qui ne font la part belle qu'à ce qui se passe à Paris, qui se passe avec des acteurs européens, les peuples comme les nôtres ont une aspiration à des contre-récits et donc qui construisent à rebours des figures héroïques. Voilà. La démarche, elle se comprend, mais sauf que même si on comprend une démarche et qu'on la trouve légitime, parce qu'on la contextualise, elle n'est pas sans poser problème, dans le sens où souvent le héros, comme par hasard, c'est un homme dans les représentations. Et quand ce sont des femmes, elles sont réduites. Il y a des biais qui pèsent sur la façon de penser leurs actions. Ce sont peu souvent des hommes du peuple. Ce sont ceux que les archives ont gardés. Il y a un biais de la question de l'archive sur qui est-ce qui est nommé, qui est-ce qui est cité. Alors, évidemment, l'évidence, c'est qu'il y a une surreprésentation de la parole européenne dans les archives, même des paroles, ce qu'on appelait les libres de couleur, les personnes afrodescendantes, c'est pas n'importe qui va être... c'est ceux qui savaient lire, ceux qui savaient écrire, ceux qui ont pu être libres avant les autres, etc. Donc, ça pose une question sur la façon dont on se représente les sociétés qui étaient les nôtres lorsqu'on se focalise sur certaines figures. On pourrait me dire, c'est pas tellement grave. C'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses un petit peu plus graves. Comme par exemple le fait que le héros
C'est possible avec des épisodes historiques en tant que tels, mais c'est encore plus vrai avec le héros. Le héros est plus facilement récupérable. Par exemple, on entend souvent dire, oui, la France ne cite pas nos héros. Ce n'est pas exactement vrai, parce que quand on regarde les discours présidentiels mentionnent déjà Solitude, par exemple, et ils mentionnent aussi, par exemple, Toussaint Louverture. Mais c'est très intéressant parce qu'une intellectuelle haïtienne, Stéphane Martelly, m'avait fait remarquer, mais en fait, Macron, il va citer Toussaint Louverture, il ne va pas citer Dessalines. Donc déjà, c'est intéressant de voir, par rapport à la Révolution haïtienne, qui est-ce qu'on cite. Sachant que dans la narration française, Haïti, c'est un problème, pas que pour la France. C'était aussi un problème pour les autres puissances coloniales, mais c'était un problème. Donc voilà, pourquoi Toussaint Louverture et pas Dessalines, par exemple? Donc ça pose la question de le héros, à quel moment de l'histoire, le héros vaincu ou le héros vainqueur. Voilà, la construction de l'État ou pas. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être le plus grave, c'est... ah oui, et pour expliquer ce point-là, c'est que faire ça, ça veut dire que les discours dominants eurocentriques peuvent se servir de certaines figures afrodescendantes qu'elles transforment ou qu'elles choisissent à dessein pour neutraliser le potentiel politique et critique de ces histoires-là. Et on fait ça avec le héros. Là, je parle d'esclavage, mais on pourrait totalement revenir à une période plus récente et parler de contextes très éloignés du nôtre, mais qu'on connaît beaucoup, c'est-à-dire la question de l'apartheid et l'esclavage. Mandela, c'était un terroriste pour plein de gens, plein de dirigeants occidentaux, et aujourd'hui, tout le monde l'aime bien. C'est une réécriture de l'histoire de prétendre que Mandela, c'est un héros que l'Occident aimait. Et la question de l'héroïsation, elle permet en fait cette fixation opportuniste sur des figures, en fait. Et peut-être le truc le plus important, retour à notre contexte caribéen, c'est le fait de, quand on a des héros, ou dis-moi quand on se focalise sur les héros, parce que le problème, ce n'est pas de connaître des grands noms, il n'y a pas de problème à connaître Ignace, Solitude, Delgrès, mais c'est que de focaliser que sur eux, c'est que ça met en avant certaines formes de résistance précises et on oublie d'autres. Donc la guerre, le suicide collectif, et aussi, un truc très important, c'est le marronnage. Les travaux d'histoire laissent penser que le marronnage est parfois moins important numériquement que nos récits, les récits qu'on en a aujourd'hui le laissent penser. Ça ne veut pas dire que ça le diminue, mais ça veut dire qu'il y a eu tellement d'autres façons de manifester son désaccord à l'esclavage que la focalisation sur le marron, elle peut avoir un biais sur la façon dont on comprend cette histoire-là. C'est gênant de réduire les résistances à certaines formes, notamment pour la manière dont on pense notre présent, surtout dans des contextes et des pays où l'histoire est une inspiration pour penser les inégalités du présent. Ça pose problème si, par exemple, on n'a que le marronnage comme manière de réfléchir, parce que ça veut dire que parfois, on voudra s'inscrire dans certaines formes spectaculaires de résistance qui, en fait, parfois auraient une dimension que de performance, mais pas de changer vraiment la situation. Et donc, on pourrait se demander de manière très provocante en quoi, par exemple, notre focalisation sur nos grands héros, sur Ignace, sur Delgrès, Solitude, et en particulier des figures comme le marronnage ou des figures comme la révolte anti-esclavagiste, même si on ne les connaît pas tellement bien, mais en quoi, quand on se focalise dessus, quand on les connaît, en quoi ça nous empêche des fois de penser aujourd'hui le caractère collectif des luttes qu'on a à mener. En quoi ça nous empêche, par exemple, de se dire que, en fait, l'esclavage est un processus, quand je dis complexe, il y a une dimension fondamentale, c'est la dimension d'exploitation et la dimension raciale. Donc là-dessus, cette complexité-là, la complexité n'annule pas ce fait-là. Mais en même temps, les gens, ils ont le refus du travail, ça ne se manifestait pas forcément en marronnant, ça pouvait se manifester en ralentissant le travail. Bon, c'est des manières de gêner la machine d'exploitation qui, en fait, sont intéressantes à savoir. C'est aussi redonner, comme la phrase que tu citais disait, c'est en gros redonner une place aux dimensions collectives. Parce que je pense qu'un des problèmes des sociétés dominées, c'est la recherche de l'homme providentiel. Ce n'est pas que pour nous, mais pour nous, ça a des conséquences encore pires. Plutôt que de penser des luttes où, en fait, on sort de l'homme providentiel déjà pour qu'il y ait des voix de femmes, parce que ce truc de l'homme providentiel, ce n'est pas un hasard, et aussi des pluralités de voix, pluralité de classes sociales qui s'expriment. Donc, derrière cette histoire d'héroïsation, je vois beaucoup de problèmes, tout en continuant à penser que, bien sûr, on va saluer l'acte de certaines personnes en particulier parce qu'elles ont compté. Mais il y a des conditions qui les ont fait compter, et l'héroïsation détache les personnes des conditions qui les produisent. Donc, on apprend moins comment on devient Delgrès, comment on devient Ignace, que juste, ils étaient exceptionnels.
En fait, il y a quelque chose qui les a produits. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, dans notre contexte, avec nos enjeux qui ne sont pas les mêmes, ben, comment est-ce que ces conditions-là, on les reproduit? Donc, voilà. Merci beaucoup, Joao, pour avoir répondu à toutes ces questions. Exposé très intéressant. Donc, notre entretien touche à sa fin. Donc, encore merci pour tous ces éclairages, ces pistes de réflexion. Merci à vous. Je suis très content d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup, Joao. Merci pour ta collaboration et nous espérons vraiment te retrouver très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.